docteur en sociologie, donc il va nous montrer les mutations de demain, du travail de demain. Et puis, eh ben, il a 30 ans d'expérience comme RH, comme DRH, eh ben, il va nous le prouver maintenant. Place à toi, Philippe. Merci beaucoup. Merci à toi, Philbert. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et je tiens tout de suite à remercier Philbert pour son professionnalisme parce qu'on a eu l'opportunité de préparer en amont cette conférence. Et c'est un homme d'une très grande humanité et d'un très grand professionnalisme. Ça me ferait très plaisir que vous l'applaudissiez à nouveau. Merci. Je suis né dans un pays, la France, notre pays, dans lequel quand quelqu'un fait quelque chose de bien, voire de très bien, il nous arrive parfois de ne pas lui dire que c'est bien ou très bien. Et on est déjà un peu dans le thème de ce soir. Il s'agit en fait de dire que quand quelque chose est bien, on va le signifier. Et puis il y a deux autres personnes que je voudrais mentionner. C'est Laurent Cicéron, sans lequel je ne serais pas là également. Je vous propose de l'applaudir également, ça me ferait plaisir. Et puis, tout à l'heure, c'était une surprise pour moi, une belle surprise. Il y a un homme qui est venu à moi et qui est très important, qui s'appelle François Austin. Et François Austin, je l'ai connu au sein de l'APM. Il m'a fait grandir comme intervenant et ça me ferait également très plaisir que vous l'applaudissiez. C'est un très grand professionnel. Écoutez, je vous remercie infiniment pour ces applaudissements. Alors, je vais partager avec vous autour d'un thème que je crois de profonde actualité. On a décidé ensemble avec Philbert, avec Laurent, d'appeler mon intervention l'entreprise archipel, en mettant un S à archipel. Alors, ça a un petit côté un peu énigmatique comme ça, ce qui me convient bien. L'entreprise archipel, alors ça nous invite au voyage, ça nous invite certainement à la navigation, et vous verrez qu'on va aborder ces questions ensemble, le voyage, la navigation. Et puis, nous avons choisi d'ajouter un sous-titre, le défi du management des entreprises apprenantes. Et donc, ça me fera très plaisir ce soir que de partager avec vous sur les caractéristiques d'une entreprise apprenante. Je vous en propose déjà une première. Une entreprise apprenante, c'est une entreprise qui a décidé de tirer parti systématiquement de l'intelligence de toutes les parties prenantes, collaboratrices, collaborateurs, fournisseurs, sous-traitants, institutions avec lesquelles nous travaillons dans l'environnement, tirer parti systématiquement de l'intelligence de toutes les parties prenantes pour créer de la valeur. Ça veut dire que chacun est porteur d'un savoir dans une organisation, et nous le savons bien. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, pour moi, c'est qu'une entreprise dite apprenante, c'est une entreprise qui est protectrice des talents. Et Philbert a travaillé sur cette belle notion de talent aussi. Et vous verrez en fait que j'aurai plaisir à vous dire et à essayer de vous convaincre. Pour moi, un talent, c'est quelque chose de rare qu'il faut entretenir dans ses équipes, qu'il faut aussi entretenir en soi. Et je crois qu'on est, philosophiquement, je crois qu'on est tous porteurs d'un talent. Mais ce qui va faire naître et faire grandir le talent, c'est votre travail, c'est la qualité d'un environnement apprenant. Ce que Michel Serres, dont je m'inspirerai ce soir aussi, vous verrez, appelle l'éducation de l'audace. Et quand on a la chance de croiser quelqu'un qui est une personne talentueuse, eh bien, dans le meilleur des cas, elle va pouvoir en fait se déployer, elle va pouvoir grandir. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'un talent nous renvoie à notre incompétence consciente aussi. Il fait les choses avec aisance, il fait les choses avec facilité, et ce n'est pas toujours en fait facile d'accepter l'idée que cette personne puisse être à côté de nous talentueuse. Et donc vous verrez, c'est un beau thème parce que je pense que ça nous interroge tous. Dans une entreprise apprenante, notre capacité à faire grandir les talents, je vais même, vous verrez, ajouter une dimension, protéger les talents. Il convient de protéger des talents dans une organisation, car en général, avec le temps, nos habitudes parfois les mettent de côté, les mettent en retrait, voire les écartent. Et donc une entreprise apprenante, c'est aussi pour moi une entreprise qui est protectrice des talents. Et si je suis plus précis, un talent pour moi, c'est quelqu'un d'excellent, première caractéristique. Ce n'est pas un potentiel. Un potentiel, on croit que la personne va faire. Et donc on fait un pari sur le futur et on se dit qu'elle va devenir quelque chose ou quelqu'un de bien. Pour moi, un talent, première idée,
c'est quelqu'un qui est sur le terrain et qui fait des passes décisives ou qui marque des buts. Il n'est pas sur le banc. C'est-à-dire que pour moi, un talent, c'est quelqu'un qui fait, et qui fait à bon niveau de performance. Première idée, un talent, c'est quelqu'un d'excellent. Deuxième idée, qui pour moi est importante, un talent, c'est quelqu'un de différent. Et alors ça va nous questionner ce soir sur notre capacité à toutes et tous à nous casser les os de la tête. Je reprends cette formule de Wittgenstein, le philosophe, se casser les os de la tête, c'est-à-dire que pour moi, dans une entreprise apprenante, il s'agit de faire preuve d'étonnement volontaire. D'étonnement volontaire. C'est pas toujours facile, surtout quand le business est serré, qu'on a des objectifs tendus et qu'on n'a pas forcément les équipes pour véritablement remplir les objectifs. Un talent, c'est quelqu'un d'excellent, c'est quelqu'un de différent. Et troisième caractéristique, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui transmet tour de main, bonne pratique et coup d'œil. Il a la capacité d'être utile à des personnes qui ne sont pas forcément dans l'organigramme. Un talent, c'est quelqu'un qui est dans l'énergigramme. L'énergigramme, ça veut dire qu'il ne va pas uniquement s'intéresser ou s'adresser à des personnes qui sont hautes dans la structure hiérarchique. C'est quelqu'un qui va faire son miel, en quelque sorte, de la relation. Et ça, je pense que ça fait un lien aussi avec les précédentes éditions de Tilt sur l'idée de knowledge management, sur l'idée en fait d'économie de la connaissance. Un talent, c'est quelqu'un qui va à la rencontre d'une autre personne pour transmettre tour de main, bonne pratique et coup d'œil. Excellent, différent, généreux. Dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être DRH dans plusieurs organisations. J'ai le souvenir d'en avoir rencontré. Et alors, j'insiste sur un point, à tout niveau hiérarchique, deuxième idée, pratiquement de tous les âges. C'est-à-dire que pour moi, un talent, ça n'a pas d'âge. Rimbaud a perdu son art poétique à 19 ans. Il n'écrivait plus une poésie aussi belle, développée. Chateaubriand écrivait, je crois, jusqu'à 74 ans. Et Claude Lévi-Strauss, dont je m'inspirerai aussi, vous verrez tout à l'heure, a continué d'écrire jusqu'à 99 ans. Le talent dépend de nous, il dépend d'un environnement apprenant et il dépend de notre capacité de nous étonner volontairement. Alors ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Les deux autres choses que je voulais mentionner, ce sont des expériences de vie. Comme je vous le disais, j'ai été DRH en entreprise. Et un jour, je me souviens d'un candidat que j'avais vu sur un forum de recrutement et qui m'avait questionné assez puissamment parce que dans l'échange qu'on avait eu d'une petite dizaine de minutes, j'avais senti chez ce garçon potentiellement de l'excellence, de la différence c'est certain, et une forme de générosité que je pressentais. Alors je me suis dit, j'avais des postes vacants dans une marque de cosmétiques, je travaillais à cette époque chez L'Oréal, et j'avais des postes vacants en marketing. Je me suis dit, tiens, je vais le faire venir au siège, et puis je vais avoir le plaisir d'essayer d'évaluer, on va dire, son potentiel en situation. Alors il est arrivé, il y a maintenant près de 15 ans, il est arrivé au siège de notre entreprise, et vous allez voir en fait que cette personne illustre ce que nous allons partager ce soir, la question de la centralité du travail dans nos vies. Dans l'entreprise en archipel, il n'y a pas un centre, mais comme dans un archipel, il y a plusieurs îlots, il y a plusieurs centres. Ça, quand je vous le livre comme ça semble évident, mais ce n'est pas toujours facile parce que moi, je viens d'un monde, d'une éducation, peut-être même d'une génération, on reviendra très certainement sur ces questions, où au centre de ma vie, il y a le travail, il y a ma famille, et tout tourne autour. Et depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, je rencontre des personnes qui ne fonctionnent pas comme moi. Il convient pour moi de me casser les os de la tête. Il convient pour moi, d'une certaine manière, de m'étonner volontairement. Je rencontre des personnes qui n'ont pas forcément le travail au centre, elles ont plusieurs vies à vivre et en même temps. Et ça, c'est une réflexion que nous allons avoir ce soir et je vais m'enrichir aussi de vos témoignages sur le sens du travail et plus précisément sur la centralité du travail dans nos vies. Et ce que je vais défendre ce soir, c'est que dans nos organisations, en face de nous, il y a une opportunité, j'allais dire un risque, non,
je vais dire une opportunité, de faire rentrer dans nos équipes des personnes qui ne partagent pas le même sens du travail, qui n'ont pas les mêmes systèmes de motivation, qui n'ont tout simplement pas les mêmes façons d'agir. Ce pari, je l'appelle, avec mes équipes, avec mes collègues, je l'appelle un pari interculturel. Il s'agit de ne pas ouvrir les autres à la raison, mais de s'ouvrir à la raison des autres. Je reprends la formule ici de Claude Lévi-Strauss. Ne pas ouvrir les autres à la raison, c'est-à-dire ne pas chercher à imposer notre propre regard en toutes circonstances, mais s'ouvrir à la raison des autres, c'est tous les jours de nos vies, essayer d'une certaine manière d'intégrer à nos équipes des personnes différentes. Alors ce garçon rentre dans mon bureau, et ce jour-là, j'étais pas en grande forme parce que je revenais d'un voyage en Asie où j'avais passé plusieurs jours pour l'entreprise, et donc j'étais dans une énergie plutôt basse. Il rentre dans mon bureau, et à ce moment-là, quand je suis dans mon bureau, je me dis je vais passer quelques minutes avec lui, à peu près 45 minutes, et je vais le mettre à l'épreuve, on va l'évaluer. Et puis je me dis, quand il rentre dans mon bureau, il a drôlement de la chance. Quand on a reparlé de ce moment de vie, j'ai su plus tard que c'était lui qui se disait « il a drôlement de la chance, ce DRH, de me rencontrer ». C'est ce que Michel Serres appelle le renversement de la présomption de compétence, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors il s'assoit, et puis nous reprenons en quelque sorte une conversation qu'on avait abandonnée sur ce forum de recrutement. Et puis progressivement, on peut dire que ma curiosité s'éveille, et puis je fais face à quelqu'un de toute évidence d'intéressant, d'original, de différent. Et puis, autour de la 10e minute, j'en ai un souvenir très vif. Alors, je le recrutais a priori pour un poste de chef de produit dans une grande marque de cosmétiques, de luxe. Et il avait à cette époque, je crois me souvenir, 22 ou 23 ans. Donc, il était vraiment en premier poste. Et puis, il s'assoit, on discute. Et puis, au bout de 10 minutes, il me pose une question qui m'a amené depuis à beaucoup m'interroger et à témoigner ce soir avec vous de cette expérience vécue. Il me regarde et il me demande « Monsieur, est-ce que je dois venir travailler tous les jours ?» C'était certainement la première fois en 100 ans chez L'Oréal qu'on avait cette question. Spontanément, je vais l'avouer, je n'avais pas envie de faire preuve d'étonnement volontaire ou de me casser les os de la tête. Spontanément, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais abréger ou écourter l'entretien et je vais le faire sortir. Alors non, d'une certaine manière, j'ai pas fait confiance à ce que je ressentais quand je le ressentais, ce qui, à mon avis, est une posture managériale intéressante. Ne pas toujours faire confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent. Et à ce moment-là, je me suis mis en situation de questionnement. Je me suis dit, mais pourquoi ce garçon me pose cette question? Mais enfin, avant, je lui avais dit, écoutez Thomas, c'est son prénom, ici, on travaille 5 jours sur 7, et le 6e et le 7e, on réfléchit à ses produits. Ça n'a pas créé chez lui de désir agissant. Et en fait, dans mon bureau, à ce moment-là, j'étais en situation, pour moi, émotionnelle assez forte, parce que je lui trouvais énormément de qualités, mais de toute évidence, il ne partageait pas mon rapport culturel au temps. Et si nous nous interrogeons sur les différences qui sont les nôtres, à l'échelle d'une région, à l'échelle de la métropole, à l'échelle de notre nation ou à l'échelle de l'humanité, je pense que le rapport culturel au temps est certainement la dimension la plus importante en management. J'y reviendrai si vous le souhaitez avec plaisir. Monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours? La question pour moi me renvoyait à quoi? Elle me renvoyait aussi, il faut être sincère, elle me renvoyait au présentéisme. C'est-à-dire que j'étais souvent parmi les premiers, et puis dans ma conception, j'incarnais une forme d'exemplarité, que je continue de défendre d'ailleurs. Mais j'arrivais tôt le matin et je partais très tard le soir, et si je voyais quelqu'un qui à 18h, 18h30 se préparait à partir, si vous m'aviez connu à l'époque, j'aurais été capable de lui dire « Tiens, tu prends ton après-midi ». J'avais même une formule, tiens, tu es à temps partiel. C'est vous dire si à l'époque ma conception culturelle du temps était reliée à quelque chose d'ancré en moi, hein, de très ancré. Je pense qu'aujourd'hui,
parmi les évolutions dans le monde du travail, cette question du rapport au temps est profondément questionnée. On va y revenir. Et puis notre entretien continue, et à ce moment-là, 5 minutes plus tard à peu près, arrive une deuxième question qui a failli me faire tomber de mon fauteuil. Il me regarde à nouveau fixement, je me dis tiens, il va m'arriver quelque chose. Et à ce moment-là, ce garçon me demande, monsieur, est-ce qu'on s'amuse chez L'Oréal ? Moi, j'étais au travail, je n'étais pas là pour m'amuser. C'est-à-dire qu'il touchait à quelque chose chez moi qui semblait une évidence. J'avais plutôt l'idée que j'étais dans l'effort, dans le sacrifice, dans l'abnégation. Est-ce qu'on s'amuse? En fait, ça voulait dire, je l'ai compris quelques secondes plus tard, pour lui, est-ce qu'on s'amuse? Ça voulait dire, est-ce qu'on apprend? Et puis, est-ce qu'on apprend à apprendre chez vous? Alors, ce garçon, à ce moment-là, il était de toute évidence différent. Mais enfin, il m'avait posé 2 questions qui, pour moi, touchaient à l'essentiel. Et ça, je vous le propose aussi. Je pense qu'un talent, c'est quelqu'un d'excellent, de différent, de généreux, mais c'est aussi quelqu'un qui, dans son questionnement, nous touche à l'essentiel. Alors, puisqu'on est entre nous ce soir, il faut quand même que je vous en fasse la confidence. Quand ce garçon m'avait demandé est-ce qu'on s'amuse chez L'Oréal, je lui avais répondu fort naturellement, parce que c'était mon quotidien, écoutez, la salle de réunion la plus grande chez nous s'appelle la salle de confrontation. C'est comme ça que ça s'appelait. Ça n'a pas non plus créé chez lui de désir agissant. On n'a pas été en situation, a priori, de partager la même représentation du travail. C'est exactement de ça dont je souhaite que nous parlions ce soir et que nous échangions. C'est que j'avais en face de moi quelqu'un qui avait certainement des qualités, je l'ai su beaucoup plus tard, mais elles étaient réelles, mais il ne partageait pas ni mon rapport au temps, ni mon rapport à l'espace physique et symbolique, ni mon rapport à l'autorité. Alors à ce moment-là, ce que j'ai fait, parce que ça c'est quelque chose que je recommande, j'avais en face de moi quelqu'un d'étonnant, qui inspirait chez moi une forme de questionnement intense. Je me suis levé, et ça je nous le recommande. Première idée, si vous ne changez pas d'avis en entretien de recrutement sur le candidat, vous n'avez pas fait d'entretien. Vous avez fait un entretien de confirmation. Et surtout quand on est fatigué. Et c'était mon cas ce soir-là. J'étais en situation de fatigue. Et donc j'avais tendance à aller chercher chez lui les qualités qu'on m'avait données à moi il y a quelques années. Tout m'incitait à ne pas me casser les os de la tête. Tout m'incitait à ne pas m'étonner volontairement. J'avais tendance à faire un entretien de confirmation. Dans une entreprise apprenante, dans une entreprise archipel, il s'agit de faire des entretiens d'exploration. Et donc la prochaine fois que vous aurez le bonheur, la chance de recruter, je souhaite que vous pensiez à moi et à cette idée. Si tu ne changes pas d'avis en entretien de recrutement, en 40-45 minutes d'entretien de recrutement, tu n'as pas fait d'entretien de recrutement. Deuxième idée, un entretien de recrutement dans une entreprise apprenante, c'est-à-dire dans une entreprise qui accepte la différence et qui l'encourage, mais attention, avec des règles. C'est jamais en un seul lieu physique. Et ça, c'est quelque chose aussi que je suis heureux de partager avec vous. Jamais en un seul lieu physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce garçon, à la fin de l'entretien, pour essayer en fait de l'observer avec un autre regard, je lui ai dit, venez, on descend juste à l'étage du dessous, et c'était la marque Armani. Et donc, dans la marque Armani, la directrice marketing m'a reconnu, puisque je travaille avec elle. Elle s'approche de moi et de ce candidat, et puis elle l'interroge. Et elle lui dit, c'est joli ce que vous portez. Alors ça voulait dire dans le langage L'Oréal, vous n'avez pas un parfum de chez nous. Hein, c'était assez subtil. C'est joli ce que vous portez. Et ce garçon lui répond, tiens, j'aurais pas construit l'affiche comme ça. Tout de suite, l'interaction s'opère. Et puis la conversation s'enrichit, je m'aperçois que ce garçon, il fait partie de ces candidats, vous les connaissez, qui ne sont pas en mode on-off. Le candidat rentre dans ton bureau, il se met en mode on, comme à l'école, comme dans une épreuve. Il ressort de ton bureau, il se met en mode off. Ceux-là, vous êtes sûr qu'ils sont très armés pour les entretiens de confirmation. Nous, ce que nous recherchons dans une entreprise apprenante, c'est un candidat qui va créer un archipel relationnel. C'est quelqu'un qui va devenir un aimant à opportunités. C'est quelqu'un qui va faciliter les réseaux, les contacts. Et à côté de moi, j'avais cet adulte qui démarrait sa carrière et qui était dans une conversation très serrée avec notre directrice marketing. À telle enseigne d'ailleurs, qui lui a pris du temps, c'est-à-dire qu'elle était heureuse de partager avec lui.
Alors j'ai quand même, à un moment donné, pas écourté, et ça serait pas juste de dire ça, mais j'ai quand même demandé à Thomas de venir avec moi, puis je l'ai raccompagné vers l'ascenseur. À ce moment-là, il est arrivé pour moi quelque chose qui était assez rare en tant que DRH. Il m'a pris par la manche, on ne me prenait pas trop par la manche à l'époque, mais il m'a pris par la manche, on avait tort d'ailleurs, mais il m'a pris par la manche, et à ce moment-là, il m'a dit, si je viens chez vous, donc vous voyez l'idée, c'est lui qui venait chez moi, renversement de la présomption de compétence, le passage de la pyramide au réseau, on y reviendra, du centre à des centres. Si je viens chez vous, il faut que je vous dise, le jeudi, je fais de la calligraphie japonaise à 17h30, et le vendredi matin, je distribue des repas. Alors là, je rembobinais en quelque sorte, en me disant, mais c'est pas possible. Vous l'avez compris, je l'ai recruté. J'ai eu le souci en fait de l'intégrer. Et j'ai eu le souci d'intégrer cette personne en le protégeant, c'est-à-dire, puisque je sentais chez lui un talent, excellent, différent, je ne savais pas encore généreux. Je me suis dit, je vais lui accorder à lui, en le protégeant, plus de temps qu'aux autres, et je vais lui demander de décoder, décrypter aussi nos propres façons de faire. C'est-à-dire que quand vous voulez faire naître une entreprise dite apprenante, protectrice des talents, il s'agit de lutter contre l'égalitarisme. Tout nous pousse à traiter tout le monde de la même manière. Le code du travail, la régulation des heures, la manière dont on gère les processus sociaux, tout nous pousse à l'égalitarisme. Et ce que je défends ici, c'est l'idée d'équité. Quand on fait preuve d'équité, qu'on est un dirigeant ou un manager, dans une entreprise apprenante, on marque des différences, c'est-à-dire qu'on assume de dire que cette personne, a priori, si on la protège, si on lui donne plus de temps, plus d'attention vigilante, son travail va profiter à tous. Alors c'est ce qui s'est passé avec ce garçon, parce que quand il m'a annoncé qu'il était à 17h30 en train de faire de la calligraphie japonaise ou de distribuer des repas, il avait une forme d'intelligence évidente, c'est que dans un temps plus court, il délivrait beaucoup. Et il a signé ensuite, en quelque sorte, un grand succès mondial qui a fait que dans une marque, ce succès, et on ne travaille jamais seul, il l'a fait avec d'autres, ce succès a emporté une nouvelle dynamique. Heureusement qu'à ce moment-là, quand j'étais dans mon fauteuil, je ne me suis pas laissé aller à ce que je ressentais quand je le ressentais. J'ai marché, première idée, jamais en un seul lieu physique. Un entretien de recrutement dans une entreprise apprenante, c'est jamais en un seul lieu physique. Quand vous déambulez avec quelqu'un, vous l'appréhendez différemment. Alors moi, les prochains entretiens que vous mènerez, moi je vous convie à ça, et je suis sûr que vous le faites, c'est 60% dans votre bureau, si vous les recevez dans votre bureau, et 40% dans l'usine, dans la logistique, dans le service, dans l'administration, l'institution qui est la vôtre. Quand on marche avec quelqu'un, comme les philosophes grecs, les péripatéticiens nous amenaient à le penser, quand on marche avec quelqu'un, d'une certaine manière, on découvre la personne différemment. J'emmenais beaucoup de collaborateurs dans des visites fournisseurs, sous-traitants, et pour mieux les connaître, en fait, dans la voiture, au retour, j'avais l'impression de découvrir la personne. Première idée, jamais en un seul lieu physique. Deuxième idée, sur des entretiens vraiment importants, jamais en une seule fois. Troisième idée, jamais tout seul. Et donc, jamais tout seul, c'est la notion en management que je voudrais défendre, d'homme et de femme ressources. C'est une belle notion. Un homme ou une femme ressource, c'est quelqu'un de très important dans l'entreprise dite apprenante. C'est quelqu'un de capital dans l'entreprise en archipel. Un homme ou une femme ressource, c'est quelqu'un qui vient vous voir, il n'est pas obligé. Il fait preuve de courage en venant vous voir, et il vous dit quelque chose sur vous, votre personnalité, votre tempérament, la façon dont vous communiquez, qui vous est utile mais qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre. Normalement, là, quand je vous donne cette définition, vous avez 2 ou 3 visages, idéalement, peut-être même plus. Un homme ou une femme ressource, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Un homme ou une femme ressource, c'est quelqu'un qui a le courage de nous dire des choses sur nous que les autres n'ont plus envie de nous dire ou ne voient plus. Pourquoi je mets en exergue cette notion d'homme et de femme ressource? Pour une raison assez forte. C'est que ces personnes, ensuite, elles ont du courage, donc elles vont nous aider à protéger un talent.
Et Thomas, là, le garçon dont je vous parle, qui a fait ensuite une très belle carrière, mais toujours en archipel, avec plusieurs centres, il avait plusieurs passions en même temps, c'est quelqu'un qui a été aidé par 2 personnes ressources importantes. Ces personnes vous aident aussi à vous mettre en mots. Elles vous aident à livrer votre histoire de vie. Elles vous aident à exprimer des choses que dans le fracas du quotidien, on n'a pas toujours envie de dire. Jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois, jamais tout seul. Voilà quelques caractéristiques supplémentaires. Avec Thomas, dans mon bureau, quand ce garçon me demande « est-ce que je dois être là tous les jours ?», pour moi, on est dans les prémices d'un mouvement plus large, d'immédiateté, d'instantanéité et d'accélération du temps. Mais on est aussi, face à moi, avec quelqu'un qui, de toute évidence, n'a pas au centre de sa vie uniquement le travail et sa famille. Quand il évoque le Japon, la distribution des repas, il nous a dit quelques mois plus tard qu'il voulait monter un petit business pour avoir une autre source de rémunération, qui était complètement en contradiction avec ce que nous étions. Depuis, évidemment, j'ai la grande chance de rencontrer des dirigeants de PME, de travailler avec des équipes. Et il m'arrive de voir monter en puissance un modèle, le modèle de l'entreprise en archipel. C'est un modèle dans lequel on n'a pas un seul employeur et on est salarié d'une seule organisation. C'est un modèle dans lequel, par exemple, si vous êtes expert comptable, j'en ai encore le souvenir vif dans une rencontre de l'APM il y a quelques semaines. Cet homme est en face de moi, il me dit « Philippe, ce que tu exprimes, écoute, je l'ai vécu il y a pas moins de 10 jours. J'ai eu dans mon bureau quelqu'un qui a fait des études d'expert comptable. Et il me dit « Moi, je suis chez vous à 110%, lundi, mardi, mercredi. Et vous pouvez compter sur moi absolument. Je vais dépasser les formes de mon engagement. Vous pouvez parfaitement compter sur moi lundi, mardi, mercredi. » Et puis il ajoute « Le jeudi, je suis sculpteur. Ça fait partie de mes passions. Je souhaite vous le livrer. On est en entretien de recrutement, je souhaite le témoigner. Je suis sculpteur, j'enseigne à des jeunes la sculpture et j'ai un site internet que j'ai développé avec lequel j'ai tiré un bénéfice. Il a une deuxième source de rémunération. Et le vendredi, il s'inscrit dans une association pour donner du sens supplémentaire à son existence. Préparons-nous car quand j'observe certains jeunes et certaines personnes plus expérimentées, je vois émerger ce type de motivation. Ils n'ont pas un centre, ils ont plusieurs centres. Et dans le meilleur des cas, ils choisissent leur situation. Malheureusement, il arrive aussi bien souvent que cette situation soit subie. L'entreprise Archipel, c'est une invitation pour les dirigeants et les managers de faire face à des personnes qui sont un peu étonnantes, qui, d'une certaine manière, ne partagent pas nos codes. Je vais vous donner, si vous en êtes d'accord, un deuxième exemple. En ce moment, là, c'est une chance pour moi. Et Philbert, Laurent, toutes leurs équipes me donnent une chance formidable d'être avec vous. Il y a quelque chose sur le plan culturel qui est important, c'est qu'à quelques mètres, vous croisez la ligne de mon regard. Et donc, vous me témoignez de la reconnaissance. C'est-à-dire que dans cette salle, nous partageons des codes culturels qui sont communs. J'ai la chance d'enseigner depuis plusieurs années dans une école de commerce en France, mais également de le faire en Afrique du Sud, au Maroc et au Canada. Et je dirige un master de management interculturel à Dauphine, et nous nous intéressons à ces questions, au rapport au temps, au rapport à l'autorité, à l'espace. Aujourd'hui, quand je rentre assez souvent dans une école de commerce, un peu moins dans les écoles d'ingénieurs, mais les parents qui sont ici le savent bien, pour des jeunes qui poursuivent des cursus dans ce type d'école, il y a l'émergence des technologies. Vous avez eu une séquence sur l'intelligence artificielle, la médiatisation du rapport à l'autre. Je rentre dans l'amphithéâtre et à ce moment-là, il faut que je me prépare parce que je n'ai pas la chance d'avoir Philbert à mes côtés. Je suis tout seul. Et je rentre dans l'amphithéâtre. Et on peut dire qu'il y a 100, 150, parfois plus encore de personnes. Je rentre et à ce moment-là, j'ai personne qui me regarde. Le niveau sonore baisse, donc là je retrouve un peu mes fondamentaux de DRH quand je rentrais dans une usine, c'est-à-dire qu'il faut aussi accepter cette idée qu'on incarne l'autorité, et moi c'est quelque chose qui me va bien si on sait le faire avec générosité.
Je rentre, j'ai personne qui me regarde. Et là, je touche du doigt quand même quelque chose sur le plan culturel d'assez étonnant pour moi. Quand j'étais jeune, moi je me souviens, le professeur rentrait, on n'avait pas toujours envie, mais on se levait. Hein. Puis ensuite, on se rasseyait. Moi, je rentre dans l'amphithéâtre aujourd'hui et je vois ce phénomène en France, au Canada, au Maroc, en Afrique du Sud. Y a-t-il l'émergence d'une élite supranationale homogène dans ses pratiques? C'est une belle question. En tout cas, ils semblent communs. Je rentre dans l'amphithéâtre, j'ai personne qui me regarde, et à ce moment-là, je leur dis « Bonjour, je m'appelle Philippe Pierre, et nous allons travailler sur la sociologie de l'entreprise. » À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a 5 ans, ils allaient sur Google et ils tapaient Philippe Pierre. Ça, ils le font encore pour certains d'entre eux. Ça, c'est l'univers des mots. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un cheminement d'un site à un autre, et ça, c'est les mots. Ah, pour moi, hein, là, je vous l'exprime avec tranquillité, mais ça fait drôle quand même. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous vous dites, bah, vous devez travailler avec des personnes qui, de toute évidence, depuis toute petite, ont une télécommande ou plus précisément un ordinateur qui s'appelle un téléphone dans la main. Hein. Et là, je renvoie aussi à un livre de Michel Serres. Je vous invite vraiment à le lire, et puis tout à l'heure, dans les échanges, le débat, j'y reviendrai peut-être. C'est un livre que vous connaissez qui s'appelle Petite Poussette. Petite Poussette, ce sont les gens qui changent de monde en changeant d'écran avec leur pouce. Écrivez-le avec un C. Michel Serres, Petite Poussette. Et en fait, c'est la génération du copier-coller. C'est la génération qui effleure. Alors là, moi, je l'ai en face de moi quasiment. Et je me dis, ces jeunes-là que j'ai dans l'amphithéâtre, pour une partie d'entre eux, ils vont rentrer dans vos entreprises, c'est une évidence. Puis en plus, on les a à la maison de temps en temps, donc on les observe. Ils sont là. Ils sont là dans le meilleur des cas. Si on sait développer une attitude intégrante. Alors à ce moment-là, ils ont tapé mon nom sur Google, très bien, et en fait, ce qu'ils font depuis quelque temps, ils tapent « image ». Alors je vous laisse imaginer quand même pour moi. J'ai donc la chance de leur enseigner quelques notions, et en face de moi, j'ai des personnes, c'est la première idée que je vais mettre en avant, ce sont des personnes qui tracent ton histoire de vie. Et on le sait bien, ça, vous allez recevoir de plus en plus de candidats qui sont allés voir qui vous étiez tout court. Pas qui vous étiez avec le rang, le statut et votre poste. Ça, pour eux, c'est pas suffisant. Ils veulent vous connaître tout entier. Pour un homme comme moi, ça percute une notion évidente, la sphère de l'intime. Ça fait partie de notre réflexion sur l'entreprise archipel. L'enchevêtrement des sphères. J'y reviendrai tout à l'heure si vous en êtes d'accord. Et donc, ils tapent sur image. Bah, on les connaît, hein, ils sont dans votre bureau. Vous êtes dans votre bureau, vous recevez un candidat, il est allé voir a priori qui vous étiez de plus en plus. Parfois, il ne trouve rien, alors là, ça l'inquiète. J'y reviendrai aussi. Si je laisse faire, et je m'empresse de dire que si tu veux travailler avec quelqu'un de différent, empresse-toi de fixer une règle qui lui permettra d'être autonome. Il ne s'agit pas de tout laisser faire. Si je les laisse faire dans mon amphi, et pour moi c'est un formidable terrain d'observation de ce qu'une petite partie de la jeunesse pourrait faire, pourrait devenir, si je les laisse faire, ils cliquent sur vidéo. Alors je vous laisse imaginer. Ils sont avec moi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Ça, je vous propose que nous l'appelions un fonctionnement polychronique. Chronos le temps, poly plusieurs. Ils sont avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont dans une représentation du temps simultanée. Ce sont des personnes qui, si je suis plus précis, font coexister plusieurs temps sociaux en un seul espace physique. On commence à le voir en réunion, hein. Vous êtes en comité de direction et puis on a laissé les tablettes, les ordinateurs, on est avec toi, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Donc ça, c'est une dimension que je vous propose d'appeler polychrone. Alors à ce moment-là, dans mon cours, je fais face à des personnes qui sont avec moi, mais qui ne me regardent pas dans les yeux. Mais elles me suivent. Et à ce moment-là, je leur dis, puisque vous êtes polychrone, si je reste sur cette notion, lisez Michel Serres, Petite Poussette, et lisez un anthropologue américain qui est remarquable, une des plus belles figures intellectuelles du siècle dernier, qui s'appelle Edward T. Hall, H-A-2-L. Ça, pour vous managers, pour vous dirigeants, c'est une très belle ressource. Le livre s'appelle La danse de la vie. C'est absolument remarquable. Temps culturel, temps vécu.
Alors là, je vois certains d'entre vous qui notent, ou eux, qu'est-ce qu'ils font? Je leur donne le livre, dans l'instant, ils regardent résumé. Et puis, à ce moment-là, je leur dis, parce que j'ai l'habitude, je leur dis, le livre est sorti en 1973. À ce moment-là, souvent, au dernier rang, là où moi j'étais quand j'étais à leur place, une main se lève. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'entreprise en archipel est un défi. Philippe, c'est pas Philippe Pierre ou Monsieur Pierre, je ne suis pas rigoriste ou formaliste, mais Philippe, alors ça vous devez le ressentir avec une partie des jeunes. Liberté de l'expression, c'est plus monsieur, est-ce que je dois être là tous les jours, c'est un cran d'après. Philippe, c'est pas 73, hein, c'est 71. Là, si je me laisse aller à ce que je ressens quand je le ressens, je donne raison à la perspective de Michel Crozier, qui est d'aller chercher de l'information rare, et puis je t'ai coincé parce que je t'ai piqué l'information. J'ai été chercher chez toi quelque chose que tu n'as pas. Bon, ça, c'est toute mon éducation. Quand je faisais mes études, certains d'entre vous, vous vous en souvenez, on déchirait, moi je ne le faisais pas, hein, j'insiste, hein, mais on déchirait certaines pages de livres, et puis quand on avait les partiels, on ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. Eux, en fait, et ça c'est quelque chose que je vous propose d'appréhender avec moi, et ça renouvelle évidemment l'intelligence collective, ça renouvelle nos formes d'apprentissage, et vous allez sentir chez moi un optimisme de raison. Hein. Ils ne veulent pas me coincer. Non, non, non. D'ailleurs, ils ne sont pas là par hasard. S'ils sont dans l'amphi, c'est qu'ils sont allés voir, a priori, ce que je pouvais un peu leur apporter. En fait, ils ne veulent pas me coincer. Quand ils me disent c'est pas 73, c'est 71, ce sont des personnes qui veulent, et je vous propose cette formule, co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon de la chaîne du savoir. Co-construire, pas qu'on leur impose. Et moi, ça m'énerve, parce que des fois, j'ai envie d'imposer. J'ai fait un chemin qui fait que je suis sûr de ce que j'exprime. Pas imposer, co-construire une vérité d'ordre supérieur avec un maillon de la chaîne du savoir. Alors évidemment, là, à ce moment-là, ils me testent un peu. Mais moi, je m'empresse de dire que je travaille bien avec eux, mais je ne travaille pas comme avec des personnes d'un autre âge. À la fin du cours, en fait, on a bien travaillé, mais ils sont sans arrêt en train de nous questionner. Ça, c'est quelque chose d'important. Ils nous questionnent. Et puis ils sont avec toi, toujours avec quelqu'un d'autre en même temps, et c'est un peu déroutant. À la fin du cours, et ça, tu vois Philbert, ça touche la dimension de l'intime. À la fin du cours, ils m'interrogent jamais sur le cours, jamais. Parce que le cours, en fait, dans une économie de la connaissance, il est accumulé, il est enrichi. Attention, hein, c'est moi qui pilote, donc je les teste aussi sur l'enrichissement du cours. À la fin du cours, ils viennent me voir, et d'un mot, parce que je vous livre ça, et ça, pour moi, ça percute quand même la sphère de l'intime, et c'est un enchevêtrement des sphères. À la fin du cours, ils viennent me voir, et très fréquemment, j'ai une question que vous avez peut-être aussi quand vous allez présenter vos métiers dans le secondaire, ou quand vous allez présenter votre entreprise dans un BTS, dans un IUT. J'ai un jeune qui vient à moi, et au bout de quelques secondes, en fait, si on est ensemble, il me demande « Monsieur, combien vous gagnez ?» Préparez-vous, ils arrivent. Hein. Et moi, ça me déconcerte. C'est-à-dire qu'ils sont dans un rapport culturel qui, de toute évidence, n'est pas le mien. Alors, combien vous gagnez? Je leur réponds toujours individuellement, et je leur réponds la vérité, mais collectivement jamais, car ils m'enregistrent. Ces deux anecdotes, la rencontre de Thomas dans mon bureau, la situation de professeur, d'enseignant, c'est des choses qui me touchent, et c'est des choses qui, pour moi, sont importantes, parce que ça évoque et ça questionne le sens du travail, la centralité du travail dans nos vies, mais plus encore notre posture managériale. Dans les cours d'autrefois, on avait des notes. Eux, si je veux savoir si mon cours les a intéressés, ils m'envoient une invitation sur un réseau social. Et ensuite, il y a un futur. Alors vous voyez ce que ça percute. Hein. Ça percute en fait très intensément notre représentation du travail et nos modes d'organisation. Je vais vous en proposer 3. Dans ce qui va suivre, je vais vous proposer de réfléchir avec moi à l'évolution des formes d'organisation, et je vais vous en proposer 3. Première forme d'organisation, la loyauté. Le modèle de la loyauté, c'est un modèle dans lequel, si tu demandes à quelqu'un de dessiner l'entreprise, la personne n'a pas de doute. Elle te dessine en fait une pyramide dans laquelle elle va commencer par une notion qui pour elle est évidente, la notion de cadre.
Et dans le modèle de la loyauté, modèle hiérarchique pyramidal, qui ne disparaît absolument pas dans nos enquêtes, qui continue même d'orienter les motivations de beaucoup de jeunes. De ce point de vue, vous verrez, je ne suis pas Y-ologue. Je ne crois pas en l'existence d'une supposée génération Y, mais ça me fera très plaisir dans nos échanges que nous puissions approfondir ce point. J'essaye de ne pas être Y-ologue. J'ai bien conscience que mes jeunes dans l'amphi, là, que je vous ai décrit, ou mon Thomas dans mon bureau, c'est 10 à 12% de la classe d'âge, pas plus. Le modèle de la loyauté, tu donnes le stylo et la personne va dessiner une pyramide. Elle va commencer par les cadres, mais attention, dans ce type d'organisation, vous avez, enfin, nous disent les personnes, deux types de cadres. Il y a les cadres dirigeants. Alors ceux-là, ils sont en état de lévitation et ils tutoient les étoiles dans ce modèle. C'est-à-dire qu'ils ont parfois une place de parking un peu plus proche de l'entrée, ils ont une épaisseur de moquette dans certaines institutions plus hautes, ils ont un espace plante verte et un bureau à cajou. Ça, on est dans cette représentation-là. Alors mes étudiants me demandent, parce qu'évidemment, moi je cherche toujours à m'ouvrir à la raison des autres, mes étudiants me demandent, mais ça Philippe, c'est fini? Ils ont une belle candeur, qui est liée certainement à la jeunesse. Je leur dis, non seulement c'est pas fini, mais en plus ça a du sens. Ah bon? Alors on s'explique. Dans ce modèle, vous avez les cadres dirigeants. Parfois d'ailleurs, les cadres sont tellement dirigeants qu'ils sont hors catégorie, c'est exceptionnel. Ils sont même hors cadre. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une représentation importante. Je m'en amuse un peu, mais dans ce modèle, on est toute sa vie au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Si on est petit, qu'on grandit, on fait des études, on fait une école de commerce ou d'ingénieur, les personnes vont vous demander, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait comme école? Une petite ou une grande? Et puis, si vous disparaissez à la fin de votre parcours, on va vous inviter à témoigner de l'école que vous avez pu faire. Dans le modèle de la loyauté, vous êtes cadre dirigeant, cadre opérationnel, puis après vous avez un passage là de l'ombre à la lumière, c'est le passage cadre. Ça ne disparaît pas du tout dans nos organisations, ça continue d'exister. Et ensuite, vous avez les employés, techniciens agents de maîtrise, des ouvriers. Philippe Diribarne, qui est un sociologue français vivant, avec lequel j'ai la chance de travailler, Philippe Diribarne a écrit un livre que je vous recommande sur l'évolution du travail, sur les modèles d'organisation. Il a écrit un livre qui s'appelle « La logique de l'honneur », qui est une étude en fait faite chez Péchinet dans 3 pays, la France, les États-Unis et la Hollande. Et il nous a donné à voir en fait d'un premier modèle. Ce modèle, c'est ce que je vous propose ici d'analyser avec moi, c'est le modèle de la loyauté. Le modèle de la loyauté, c'est un modèle latin, pyramide hiérarchique, et on va être au-dessus ou en dessous. Mais attention, les mots forts, c'est mérite, rang, statut. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension de l'ascenseur social. Alors ça, moi, ça me parle parce que quand je suis rentré chez L'Oréal, on m'a dit 3 choses. La première, tu as de la chance. C'est un modèle d'organisation dans lequel l'entreprise qui vous emploie est connue, reconnue, elle est même valorisée. On est fier d'appartenir. Moi, j'étais fier d'appartenir à cette entreprise. On m'a dit une autre chose quand je suis rentré. Ça sera 3 mois, 3 ans, 30 ans. Et on sent bien en ce moment que parmi nos jeunes et nos moins jeunes, ce modèle de la sécurité de destin contre une très forte implication, ce modèle du centre, est en train d'être métamorphosé. Et puis on m'a dit aussi, tu rentres dans les Nations Unies de la beauté. Alors là, j'ai regardé les gens, j'ai pas bien compris. Mais après, j'ai compris que ça participait de la fierté de l'organisation. J'y suis resté 15 ans avec grand bonheur parce que j'ai eu cette chance de rencontrer des personnes de haute qualité. C'était une institution où on travaillait aussi beaucoup. C'est caractéristique du modèle de la loyauté. Dans le modèle de la loyauté, le contrat psychologique, vous échangez de la sécurité de destin contre une très forte implication. Et vous placez au centre de votre vie le travail, le métier. C'est-à-dire que dans ce modèle, si tu perds ton métier, tu perds tout. C'est pour ça que Philippe Diribarne, je vous invite à lire ce livre, il est extrêmement bien écrit, profond et accessible, La logique de l'honneur. Philippe Diribarne, dans ce modèle, la plus grande peur des personnes, c'est de déchoir, c'est de perdre leur emploi et plus encore que leur emploi, leur métier. Ce modèle d'organisation, le modèle de la loyauté, il a fait ce que nous sommes. Le capitalisme industriel, l'archipel aussi peut-être de PME innovantes en est constitué. Qui fait ta carrière dans ce modèle? Le chef. Si tu es dans le viseur du chef et que tu es identifié comme quelqu'un de talentueux, excellent, différent, généreux,
il n'y a aucune raison que tu quittes l'entreprise et il n'y a aucune raison que tu partes ailleurs. Et à ce moment-là, on va te faire grandir. Alors ce qui me vient en tête, c'est par exemple l'ordre d'un compagnonnage patient long. C'est un rapport au temps long, c'est un rapport au temps constructif. Ce modèle de la loyauté, il va en général être caractérisé par un autre point. Dans ce modèle d'organisation, on ne parle jamais d'argent, jamais. Quand je travaillais chez L'Oréal, j'avais une formule qui marchait bien à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui ça marcherait moins. Une personne rentrait dans mon bureau et je sentais qu'elle voulait négocier un petit peu son salaire. À ce moment-là, je lui disais « T'inquiète pas, ça viendra ». C'est-à-dire qu'on était dans un imaginaire où il fallait d'abord prouver et ensuite on était récompensé, parfois récompensé plus tard. Ça, c'est un modèle qui ne disparaît pas. Autant des entreprises dites libérées, autant des modèles holacratiques. Je prétends, j'ai peut-être tort, que ce modèle ne disparaît pas dans l'esprit d'un certain nombre de personnes dans nos équipes. Pour une raison d'ailleurs toute simple, c'est que quand vous allez contracter un prêt bancaire, en général, on vous demande de faire état d'un contrat de travail. Et à ce moment-là, on est dans un temps long. Ce modèle de la loyauté, c'est une partie de la jeunesse qui le mobilise aussi. Et quand je dis ça, je sais que je suis un peu à l'opposé d'une idée reçue qui consiste à penser que tous nos jeunes basculent dans un modèle type capitalisme californien dans lequel ils seraient tous en archipel. Je ne crois pas du tout. Ça m'amène en fait à défendre cette idée. Dans vos organisations, PME innovantes, entreprises de belle taille ou de grande taille, il est clair que vous avez la coexistence des trois modèles que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Et je dis souvent, en reprenant la formule d'un de mes amis, si on veut faire un management de la diversité, il s'agit de diversifier son management. C'est-à-dire en fait de se préparer tous les matins du monde à avoir différentes postures, pas désarticulées, mais différentes postures qui renvoient à différentes formes de compréhension de ceux qu'on a en face de nous. Premier modèle d'organisation, la loyauté. Deuxième modèle d'organisation, tu donnes le stylo à quelqu'un, tu lui dis « dessine-moi l'entreprise », la personne te dit « non, j'ai pas confiance ». Ah bon? Non, je sais très bien que ce ne sont pas les organisations qui font la carrière des gens, ce sont les hommes et les femmes, quand ils ont de la mémoire. Le deuxième modèle d'organisation, je vous propose de l'appeler l'employabilité. Très concrètement, c'est quelqu'un qui rentre dans votre bureau et qui vous dit « même si ça se passe bien, je ne resterai pas chez vous ». Parce que ma meilleure garantie, en fait, c'est d'être employable ailleurs. Alors ce modèle de l'employabilité, Philippe Diribarne, dans son livre « La logique de l'honneur », le renvoie pas au pays latin, premier modèle, la présence du pair, P-E-R-E, dans le premier modèle. Il le renvoie au pays anglo-saxon, les pairs, P-A-I-R-S, le modèle du contrat. Alors là, vous le ressentez depuis quelques années, parfois même quelques décennies. Ce sont des gens qui vont, moi en tout cas, m'étonner, parfois même m'irriter. Ils vont mesurer dans le détail chacun de leurs actes et on va contractualiser. Et là, on signe un contrat sous le regard de Dieu, c'est-à-dire qu'on est dans cette perspective où sur les billets de banque, vous avez « In God we trust », c'est-à-dire qu'on peut faire de l'argent, on peut être entrepreneur et faire état de ces choses monétaires. Là, vous avez la complémentarité de deux approches. Premier modèle, le modèle de la loyauté, latin. Deuxième modèle, le modèle de l'employabilité. Et le modèle de l'employabilité, le chef devient manager. Alors pour nous, les plus anciens ici s'en souviennent, c'est le moment où on nous a dit en France, pour faire carrière, il faudra être mobile. C'est dans les années 80. Il faudra être mobile géographiquement, on nous a dit ça. Puis après, il faudra être mobile professionnellement, dans les années 90. Alors c'était le moment où il fallait se former tout au long de la vie, ce qui est encore le cas certainement. Et on nous a même dit en quelque sorte qu'il fallait être mobile familialement, multirésidentialité, accélération des vitesses de transport, le train à grande vitesse, les avions. Vous avez certainement dans vos équipes, et nous allons peut-être en avoir de plus en plus, des personnes un peu en archipel. Elles travaillent avec vous la semaine et elles retrouvent leurs conjoints en fait, ou leurs enfants le week-end. Multirésidentialité. Premier modèle, la pyramide hiérarchique, la loyauté. Deuxième modèle, le réseau, l'employabilité. Alors, dans le deuxième modèle, qui fait ta carrière? La résistance de ton corps. Tant que ton corps résiste et t'amène à être mobile, tu fais carrière. Les chasseurs de tête pour les cadres et les réseaux d'anciens. Et donc, on va mobiliser les réseaux d'anciens. On sait qu'on est, dans notre perspective de carrière, appelé à les mobiliser un jour. Une autre chose importante, et puis au moment du débat, on pourra le partager avec grand plaisir, dans le premier modèle, on quitte l'entreprise qu'une seule fois. Hein. C'est-à-dire que, culturellement, on trahit la famille. Hein.
C'est-à-dire que si tu pars, tu ne reviens pas. Ou alors si tu reviens, les gens te font payer le fait que tu allais chercher ailleurs quelque chose de plus fort. Et ça, chez Diribarn, ça renvoie à quelque chose de très intéressant. Diribarn nous dit, dans le premier modèle, si on regarde de près, cadre, agent de maîtrise, ouvrier, ça renvoie aussi à catégorie A de la fonction publique, catégorie B, catégorie C, clergé, noblesse, tiers-état. C'est-à-dire que cette tripartition de la société, cet ordonnancement, le mérite, le rang, le statut, renvoie à cette idée qu'ici, on est dans l'endurcissement et dans l'effort. Et si tu reviens, toi qui es devenu plus grand ailleurs, nous qui sommes restés plus petits, on va te faire payer en fait cette situation. Dans le livre de Philippe Diribarn, La logique de l'honneur, il y a des formules magnifiques, j'en prends une seule. Dans le premier modèle, on n'est jamais au service de son chef. Si le chef est intelligent, il nous amène à lui rendre service. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai compris qu'en France, un bon chef n'était pas quelqu'un qui appliquait la règle. Ça, c'est le petit chef. C'est Louis de Funès dans le cinéma des années 70. Il applique la règle et il fait peser sur les autres l'application de la règle. Le bon chef en France, c'est quelqu'un qui donne de l'intelligence à la règle. C'est-à-dire qu'il va transformer la règle pour la personne. Loyauté, premier modèle, employabilité, deuxième modèle. Troisième modèle d'organisation, je vais vous montrer une photo avec grand plaisir. On est là dans une entreprise qu'on connaît tous. Alors ce troisième modèle avec mes équipes, nous l'appelons la communauté de métier. Et il nous renvoie dans notre esprit à des entreprises comme Google, qu'on a ici, Apple, Facebook, sociétés d'informatique, sociétés d'avocats, d'architecture, quand ils ont atteint une certaine taille importante. Et alors ce modèle, pour moi, dans nos enquêtes, il concerne 5, 10, 12% en général de la classe d'âge, quand je parle des jeunes, en termes d'aspiration. Alors dans cette photo, moi, la première fois que j'ai vu cette photo, je me suis dit c'est incroyable. Ce qui m'a marqué, c'est par exemple les écouteurs là, de ce jeune garçon. Vous avez ce garçon, il est avec les autres et tout le temps avec quelqu'un d'autre en même temps, il est polychrone. Il est dans un rapport au temps simultané. Et puis, vous avez ici cet autre garçon, il a un écran, 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans, 5 et 6 écrans dans sa poche. Il est dans une situation mosaïque. Dans le premier modèle, sur ton bureau, tu as la photo de ta famille que tu orientes pour faire état de ta situation. Alors, dans le modèle proto-historique, la photo du chef est au bureau, est au mur, avant la loyauté. C'est-à-dire que tu travailles sous l'œil du dirigeant. Ça, c'est le modèle proto-historique. Je m'en amuse, mais je sais aussi la force de ce type de choses. Dans le deuxième modèle, la photo de ta famille, tu l'as sur ton ordinateur parce qu'il faut partir vite, mobilité. Là, vous avez, vous le verrez peut-être, des petits canards. Là. Ça renvoie pour moi à ce que j'observe chez certains jeunes et que j'appelle la distance sarcastique. La distance sarcastique, c'est quand mon fils me dit « arrête de jouer ton rôle de père ». C'est cette idée que je fais face à des gens qui, en quelque sorte, différencient et jouent de la différence entre la personne que je suis, mes sentiments, mes émotions, et le rôle que je tiens. Et ils sont sans arrêt en train d'enchevêtrer les sphères. Ça, avec Philbert, tout à l'heure dans le débat, je souhaiterais qu'on y revienne, parce que je pense que c'est une caractéristique qui, moi, en fait, ne m'est pas confortable, mais est tout à fait importante. Quand ces jeunes me demandent combien vous gagnez, on est complètement dans l'enchevêtrement des sphères. Il m'arrive même d'avoir des étudiants qui me demandent pour qui vous votez, Philippe. Et je dois le comprendre comme un signe de confiance et comme un signe, en fait, d'entrée en communication. Alors pour moi, c'est un travail. L'enchevêtrement des sphères. L'enchevêtrement des sphères, c'est cette idée que pour eux, des choses sont sociales et pour toi, c'est intime. Votre fille envoie sur le mur de Facebook quelque chose que vous venez de dire à votre épouse. Elle a trouvé ça intéressant et ajoute-t-elle pour une fois. Et là, vous êtes dans une obligation de régulation, mais vous faites preuve d'étonnement volontaire. Pour elle, c'est social, pour toi, c'est intime. Je pense qu'on n'est qu'au début. Je vais prendre une perspective tout à fait souriante et je crois très intéressante. Si vous travaillez avec quelqu'un de talentueux, qui appartient à cette supposée génération, je vais le prendre au sérieux, au bout de quelques jours, vous le sentez bien, il va vous demander en fait, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Bon, je sais bien ton travail, mais vraiment, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il va être avec vous en situation archipélique. C'est-à-dire qu'il va vous demander quelle est votre passion, quel est votre talent caché au périphérique,
Qu'est-ce qui vous motive tout simplement? Alors on voit émerger ça en questionnement dans les entretiens de recrutement, hein. Ce sont des jeunes que vous recevez, moins jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, qui vous demandent assez tôt, assez vite dans l'entretien, est-ce qu'on peut avoir une douche le midi pour faire du sport? Et à ce moment-là, on est dans une des caractéristiques du troisième modèle, l'imbrication du hors-travail dans le travail. Et là, dans cette photo, il y a des mots forts pour moi, hein, qui nous amènent à caractériser ce modèle. L'imaginaire du projet, avec des personnes qui sont sur ce tableau-là. La matrice, c'est-à-dire que tu es évalué, jugé par 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ça, c'est quelque chose de très important aussi pour moi. Et puis, dans ce type d'organisation, tu n'es pas que salarié. Dans le premier modèle, tu es salarié. Dans le deuxième modèle, tu es salarié. Dans le troisième modèle, là, la communauté de métier, si ça se passe bien, vous êtes salarié, entrepreneur et actionnaire. C'est-à-dire que l'entreprise qui a identifié chez vous quelque chose d'intéressant vous donne un peu d'argent, un peu de budget, et vous avez un retour d'expérience. Salarié, entrepreneur et actionnaire. Alors ça, vous voyez, c'est une belle réflexion aussi par rapport au mode de gratification. Ce modèle, pour moi, est un modèle qui est intéressant et dans le même temps, évidemment, mon éducation, ma manière de regarder les choses pointe tout de suite l'écart entre ce qu'on affiche, ce que les gens font et ce que les gens ressentent. Ce que Michel Crozier nous a toujours incité à pointer. Le discours officiel, personne n'y croit mais tout le monde l'écrit, les brochures papier glacé. Ça, c'est ce qu'on affiche. C'est en quelque sorte les sourires ou l'appel au jeu ou à l'amusement dans ce type d'organisation. Puis après, vous avez un deuxième niveau, c'est ce que les gens font. Dans une entreprise apprenante, un dirigeant, un manager, c'est quelqu'un qui accepte qu'il y ait des écarts, toujours, entre ce que les gens font, entre ce que l'entreprise affiche. Et le troisième niveau, c'est pour moi le plus important, c'est le ressenti et le vécu. Et là, vous voyez, je vais vous montrer une deuxième photo. Vous êtes toujours dans cette entreprise, Google. Quand on regarde cette image, moi je me dis, on est en Scandinavie. Eh bien non, tenez-vous bien. Caractéristique du modèle, on est à Zurich. C'est pas du tout l'idée que je me fais de l'ascétisme alémanique, hein. On est à Zurich. Troisième photo. Alors cette photo, elle nous questionne aussi dans nos organisations sur les espaces de travail, sur l'imbrication des sphères. Là, vous avez, quand je vois ça, des personnes qui sont supposées travailler. Alors ça pose aussi une très grande forme d'injustice entre un atelier de conditionnement, de fabrication, des travaux postés, et puis ce type d'organisation où, a priori, on va jouer sur un maniement des idées, un capitalisme cognitif dans lequel on va pouvoir donner, a priori, un peu plus de perspective pour imbriquer les sphères. La photo d'après est complètement incroyable. C'est une salle de réunion, et vous avez de la neige artificielle et des bureaux dans lesquels les gens s'isolent. Je vous laisse imaginer dans le premier modèle la discussion en CHSCT autour de la neige artificielle, hein. Ça pourrait valoir, à mon avis, son pesant de cacahuètes. On est au cœur de ce que je veux partager avec vous ce soir. C'est que si on prend le pouls d'une société en évolution, si on regarde les motivations de certaines personnes, elles sont a priori compétentes, mais elles ont une représentation du travail qui est vraiment aux antipodes de la représentation qu'est la mienne. La dernière photo, elle nous amène à quelque chose d'incroyable pour moi, et si je suis sincère, c'est une grande préoccupation. Ça s'appelle un caisson de ressourcement. Et donc l'employeur va tellement loin dans l'organisation du temps du travail de ses équipes qu'il en arrive même à organiser en fait des temps de pause, de distraction. Alors dans ce type d'organisation, on a des crèches interentreprises, ça c'est certainement quelque chose de bien, on a de la conciergerie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme ça que je le vois, vous avez un imaginaire du campus qui revient en quelque sorte dans les limites du premier modèle. On revient à quelque chose qui est au centre. 3 modèles d'organisation, ça j'aurais plaisir non seulement, alors j'en fais un point d'honneur à vous offrir mon support, mais ensuite à le partager avec vous. Dans le troisième modèle, quelques points, l'actionnaire est mondialisé, et puis le dirigeant de l'entreprise est une figure tutélaire. Je prendrai un exemple. Quand Steve Jobs est mort, pour moi Steve Jobs, Apple participe du troisième modèle d'organisation. Quand Steve Jobs est mort, les dirigeants d'Apple de l'époque et les équipes ont placé Steve Jobs 3 semaines à l'écran. Fond blanc, lui en noir, date de naissance, date de décès. J'offre un livre à la personne ce soir qui va, la première, trouver le personnage historique que les gens d'Apple ont placé quand il est mort 3 semaines à l'écran. À votre avis? À vous. Bravo. Juste après mon intervention, je viens vous voir et je vous offre un livre. C'est pas un cadeau, mais enfin,
Avec grand plaisir. Nelson Mandela. Quand j'ai cette discussion avec mes étudiants, nous faisons face à deux représentations du monde. Pour eux, l'homme qui a le plus transformé l'histoire de l'humanité sur ces derniers temps, c'est Steve Jobs. Pour moi, la grande figure d'émancipation, c'est Nelson Mandela. Nouveau rapport au temps, nouveau rapport à l'espace, nouveau rapport à l'autorité, tout simplement nouveau rapport aux organisations. Je vais conclure sur plusieurs points. Le premier, c'est vous poser cette question. Quand on est manager, dirigeant, il y a une question que je pose toujours à quelqu'un qui me reçoit. Quelles sont les 5 raisons de venir dans votre entreprise et qui existent peu ou pas chez votre concurrent principal? C'est une excellente question à mes yeux. Et si vous ne l'avez jamais travaillé, ça peut être un excellent exercice pour vous en petite équipe. Thomas, quand il est dans mon bureau, au bout de quelques minutes, il en était à renverser le rapport traditionnel, et c'était moi, d'une certaine manière, qui devais vendre ou me rendre attractif. Et puis le deuxième point, c'est 5 raisons de quitter votre entreprise, c'est pas non plus une mauvaise question. Alors ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire pour tout simplement rendre notre organisation plus attractive. Je vais conclure, là, dans les quelques minutes qui me restent, par quelques outils de management. Dans une entreprise apprenante, on tire parti de l'intelligence de tous. Dans une entreprise archipel, on prend au sérieux l'idée que dans nos équipes de plus en plus, il y aura la coexistence des 3 modèles. Loyauté, employabilité, et puis on aura certainement quelques personnes sur quelques postes dans les communautés de métiers. Alors tu vois Philbert, je vais conclure, c'était prévu comme ça, avec grand plaisir, sur ces outils. Le premier, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, favoriser la note d'étonnement. Alors je suis sûr que vous le faites. Une entreprise apprenante, c'est une entreprise en fait qui s'étonne volontairement et qui crée un espace pour s'entendre dire quelque chose qu'on n'a pas toujours envie d'entendre. Alors très certainement, vous faites vos notes d'étonnement avec des mots. Je vous invite à le faire avec des images. Comment? La personne rentre dans votre bureau et au bout d'un mois, vous lui demandez « Ça fait un mois que tu es avec nous. Quelles sont les 5 images qui illustrent ton étonnement depuis que tu es chez nous ?» Ça permet en fait de donner la parole à des jeunes qui ne sont pas très à l'aise avec les mots. Ça permet déjà de prendre du plaisir dans sa propre pratique managériale. Donne-moi 5 images qui illustrent ton étonnement depuis que tu es chez nous. Ça, je le fais depuis des années et on apprend. Alors je me souviens d'un mot, je me souviens d'une jeune femme espagnole qui travaillait dans une de nos marques anglo-saxonnes pour L'Oréal et qui a été 3 semaines, elle est arrivée il y a 3 semaines. Je la reçois et puis elle me montre ces 5 images. La première, vous aviez un ordinateur, en fait, un vieil ordinateur, les plus anciens s'en souviennent peut-être, c'était un Macintosh qui coûtait très très cher déjà, et en fait, elle me montre ça, et je lui dis, mais pourquoi tu nous montres ça? Et à ce moment-là, elle me dit, je te montre, elle me tutoie, je te montre ça, Philippe, parce que l'entreprise dans laquelle nous travaillons est très forte pour aller à notre rencontre avant qu'on y rentre, et on parle de digital, de numérique, c'est formidable. Mais moi, ajoute-t-elle, ça fait 3 semaines que j'ai ni login ni password. Donc je suis venu, ajoute-t-elle, avec mon propre matériel. J'avais créé un espace pour m'entendre dire quelque chose que je n'avais pas envie d'entendre. J'étais en cela fidèle à la logique de l'étonnement volontaire et à cette idée de se casser les os de la tête. Si vous vous lancez dans la note d'étonnement, ne le faites jamais qu'une seule fois. Une note d'étonnement, c'est toujours à chaud et à froid. À chaud, c'est le premier mois. À froid, c'est 3 mois plus tard. Vous reposez la question à la personne et à ce moment-là, vous lui dites « Alors, ton regard a évolué forcément. Quelles sont les 5 images qui restent ?» Puis vous pouvez aller plus loin, vous pouvez dans vos comités de direction, de temps en temps, faire venir non pas 1, mais 2 personnes qui sont rentrées récemment chez vous. Et à ce moment-là, vous allez tirer bénéfice de leur regard. Des fois, quand on travaille dans une organisation, on ne voit plus vraiment les choses. Intégrez dans votre comité de direction, au point 4 ou 5 de l'ordre du jour, 2 nouveaux entrants que vous avez préparés. Et puis comme c'est un lieu de pouvoir, ils vont être impressionnés. Mais arrangez-vous pour prendre un garçon ou une fille, idéalement d'âge différents. Et à ce moment-là, on tire bénéfice de leur regard. C'est la philosophie d'action qui est la mienne. S'étonner volontairement, c'est questionner l'autre, se questionner, mais c'est surtout se laisser questionner. Et les dirigeants français, les managers français ne se laissent pas assez questionner. Deuxième idée, quand quelqu'un de talentueux nous quitte, on n'est pas content parce qu'il était excellent, différent, généreux, et il a choisi de suivre son conjoint, et on trouve que c'est une bonne idée, dans une autre région, mais mine de rien, il est parti. En général, on est content de l'accompagner, de saluer son départ, et puis les choses s'arrêtent.
Ce que je vous demanderais de faire, avec grand plaisir, c'est de prendre un rendez-vous dans votre agenda dans 6 mois. Et de déjà caler le rendez-vous téléphonique, le visio ou le Skype. Quand quelqu'un de talentueux nous quitte, première idée, dans la semaine de son départ, ne rien faire. La charge émotionnelle est trop forte, il s'agit de ne rien faire. Mais 15 jours avant son départ, vous lui posez cette question. Quels sont les 5 points ou les 3 points ou les 3 actions qu'on aurait pu faire pour travailler mieux ensemble? Et vous l'interrogez, et vous lui laissez une journée pour y réfléchir. Et puis, 6 mois plus tard, vous lui reposez la question. Vous l'avez au téléphone et vous leur demandez, avec le recul, quels sont les 3 points ou les 3 actions que j'aurais dû avoir pour qu'on travaille mieux ensemble. Et là, vous êtes triplement gagnant. Vous êtes gagnant d'abord parce que la personne, elle est heureuse, sincèrement heureuse, en général, de vous avoir au téléphone. On n'est pas loin des yeux, loin du cœur. Ça, je suis sûr que vous le faites. Vous êtes gagnant une deuxième fois parce que vous avez remarqué un truc, c'est que quand on a vraiment un talent, il est toujours en lien avec nos équipes. Et donc, les équipes savent que vous avez passé du temps et que vous avez investi du temps à continuer de densifier l'archipel relationnel. Troisième chose, vous avez gagné en dépenses de chasse de tête et parfois même, la personne vous donne 2 noms de candidats ou de collaborateurs qui pourraient bien travailler ensemble. Favorisez les notes d'étonnement, pratiquez l'entretien de sortie, systématisez-le parce que plus on est en déficit d'attractivité, plus on a difficulté à trouver quelqu'un de bien, plus il faut densifier l'archipel. Deuxième outil, cartographiez vos hommes et vos femmes ressources. Je vous le rappelle, un homme ou une femme ressource, c'est quelqu'un qui a le courage de vous dire des choses que les autres vous disent plus ou pas. Il faut le faire, notamment quand on prend un poste et qu'on est en situation d'imposteur. On prend un poste et à ce moment-là, c'est tout à fait normal. On sait qu'on ne sait pas faire, mais on n'en parle à personne. C'est ce que j'appelle le complexe de l'imposteur. Je sais que je ne sais pas faire, techniquement, relationnellement, mais j'en parle à personne. Il arrive parfois que la culture d'entreprise soit une culture dans laquelle on ne peut pas faire état de sa situation. On ne peut pas se montrer apprenant. On ne peut même pas se montrer fragile et vulnérable. Et donc ça, plus vous êtes dans des équipes où vous avez un risque de vivre l'imposture, plus il faut identifier vos hommes et vos femmes ressources, c'est-à-dire des gens qui vont avec générosité vous aider à raconter votre histoire de vie. Troisième point, rendre l'entreprise visible sur les réseaux sociaux. Recruter en terrain numérique, alors là j'ai noté quelques pistes, des banques de CV en ligne, Twitter. Quand je rentre dans mon amphi et que j'ai personne qui me regarde, je sens bien que dans l'entreprise d'aujourd'hui, il y a la complémentarité de 3 domaines. Les mots, les images et la vidéo. Et je pense que dans nos pratiques de recrutement, dans nos modalités de gestion de carrière, on l'a évoqué ensemble souvent avec Philbert, dans l'économie de la connaissance, dans nos manières de se former, vous avez l'émergence aujourd'hui de plus en plus d'un rapport déspatialisé. Quand on rentre dans une salle de formation, idéalement, on s'est déjà un peu préparé à ce qu'on allait y travailler. Exister en terrain numérique, pour le dirigeant ou pour le comité de direction, notamment en vidéo, je crois beaucoup, moi, à l'expérience de l'enseignement. Si tu veux rendre justice à ton entreprise, va à la rencontre de candidats en allant témoigner de ta passion. Et ça, c'est le point qui est ici. Allez enseigner, allez directement, je suis sûr que vous le faites, mais dans un BTS, dans un IUT, essayez de braver aussi, c'est pas toujours simple, la timidité sociale du professeur qui vous accueille à l'université en vous ouvrant quand même la porte, mais qui a un peu peur de vous. Et des fois, c'est croisé, c'est mutuel. Enseigner, il n'y a pas de meilleure façon de recruter. Alors vous aurez en plus le plaisir de rentrer et puis personne ne vous regarde, on tape votre nom et à ce moment-là vous avez la possibilité de continuer de cheminer. Je crois beaucoup moi à ces moments courts d'enseignement. En plus c'est notre vertu, c'est que ça vous permet de faire le clair sur tout ce qu'on sait. On prépare son cours en fait, c'est un véritable travail de capitalisation. Autre idée sur laquelle je voudrais insister, et certaines entreprises ici je le sais parce que j'ai eu l'occasion dans plusieurs rencontres APM ou GERM de travailler avec elles, crée une vidéothèque de témoignages de grands anciens. Quelqu'un part en retraite et dans une entreprise apprenante, dans une perspective d'enchevêtrement des sphères, c'est-à-dire d'enrichissement des temporalités, la personne, plutôt que s'éloigner loin des yeux, loin du cœur, parfois même vivre l'expérience de la retraite comme une petite mort sociale, on saisit son témoignage, si elle l'accepte, mais surtout on la forme en quelque sorte à des outils numériques ou digitaux, et puis on place un jeune comme ça en combinaison, et on va constituer une vidéothèque de témoignages. Je suis convaincu, mais vraiment convaincu, que la première chose que fera et que font aujourd'hui des gens qui sont talentueux,
tels que je vous l'ai décrit, ils ne vont pas regarder les brochures papier glacé, ils savent très bien que ce n'est pas la réalité. Ils ne vont pas regarder en fait le témoignage d'anciens sur des sites qui peuvent exister. Ils vont aller chercher en fait, pris sur le vif, pas trop mis en scène, des témoignages de personnes qui ont travaillé ici et là. Autre idée à laquelle je crois, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui va en formation, débriefez la formation, parfois en quelques minutes, et montrez que la formation, dans une entreprise apprenante, c'est un investissement, ce n'est pas un coût. Autre chose importante, à chaque fois que quelqu'un vit un parcours d'intégration, dans un vie ma vie, c'est-à-dire une mise en situation, une journée, 2 journées, 3 journées, vous le faites certainement, à la fin du passage, en fait, en observation, vous lui demandez, mais alors quels sont les 5 points qu'on pourrait appliquer concrètement ensuite dans notre organisation? Puis la dernière chose, avant de me tourner vers Philbert et de conclure, si vous êtes en comité de direction et que vous travaillez âprement pendant une journée, 2 journées, pratiquez ce que j'appelle la trust room, la salle de confiance. Vous avez votre réunion et à côté, réservez une autre salle et dans la salle, vous avez 3 murs. Le premier mur, c'est ce que nous savons de la politique commerciale de notre principal concurrent. Le deuxième mur en face, c'est ce que nous aimerions être du point de vue de la gestion des ressources humaines dans 5 ans. Et puis là, dans le troisième mur, c'est ce que nous ressentons des motivations de nos plus jeunes en fait, dans l'entreprise. Et puis vous travaillez dans la journée, et les personnes se lèvent, elles vont dans la salle, elles reviennent, et à ce moment-là, vous utilisez des post-it pour capitaliser ce retour d'expérience. Et le prochain comité de direction, vous le faites à partir de cette expérience de la salle de confiance. Une entreprise apprenante, c'est une entreprise qui tire parti systématiquement de l'intelligence de tous pour créer de la valeur. Une entreprise apprenante, c'est une entreprise qui protège un talent. Là-dessus, je voudrais vous dire ceci auquel je crois. Dans nos organisations, quelqu'un d'excellent, de différent et de généreux, souvent il est mis à mort. C'est-à-dire qu'il est chassé. Il est chassé par des gens que j'appelle dans mon jargon des hauts potentiels. Alors faites attention, ce n'est pas la définition classique qu'on donne. Un haut potentiel, c'est quelqu'un qui est dans le viseur du chef. Il ressemble au chef. Il est habillé comme le chef, il mange comme le chef, il habite au même endroit que le chef. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chef ne s'aperçoit même plus d'ailleurs de ce mimétisme et de cet entre-soi. Ça, c'est ce que j'appelle un haut potentiel. En général, ces gens se mettent ensemble pour... Oui, il se met derrière. Il se met derrière. En plus, quand tu es face à moi, je suis sûr en fait de trouver chez toi des qualités que j'ai pu obtenir il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'avec toi, j'ai fait un entretien de confirmation. Le haut potentiel, en fait, nous fait courir le risque éternel du mimétisme et de l'entre-soi. Mimétisme et entre-soi. Un talent, en général, c'est quelqu'un qui est chassé par les hauts potentiels. Parce que le talent nous renvoie, et moi le premier, à mon incompétence consciente. Il fait quelque chose avec aisance que j'ai du mal à faire. Protéger les hauts potentiels, c'est nous ouvrir aussi à une déconstruction, et je terminerai avec grand plaisir là-dessus. Puis c'est pas une fin pour moi, parce qu'on va partager le repas. On va, comme le disait mon vieux professeur, humecter le concept. Et puis ensuite, vraiment, ça sera mon plaisir, vous être utile, répondre à vos questions. Je termine par quelque chose qui me semble très important. Faire preuve de courage, c'est dépasser les idées reçues. Et comme un clin d'œil, j'aime beaucoup faire état de cette diapositive. Dans une entreprise apprenante, on l'a vu ensemble, en fait, il s'agit de s'étonner volontairement. Alors j'aime bien montrer ça. À l'échelle de l'Europe, j'aime bien dire, quand on sait à l'avance comment les gens fonctionnent et qu'on est dans l'univers des hauts potentiels, mimétiques et entre soi, on se ressemble tous, il y a un paradis. Alors bon, moi je le défends quand même, ce paradis, mais au paradis, les Français sont les cuisiniers, les Italiens sont les amants, je ne ferai pas de commentaires, les Anglais font la police, les Allemands travaillent et le tout est organisé par les Suisses. Alors c'est l'Europe au sens, non pas politique, mais au sens géographique. Alors ça, c'est quand on sait toujours à l'avance comment les gens fonctionnent. Alors là, on est entouré de gens, a priori, qui vont fonctionner comme nous. Sauf qu'on le sait bien, dans le temps long des ressources humaines, dans un amphithéâtre où on est un peu étonné du comportement de quelqu'un, dans un bureau où on va entendre « est-ce que je dois travailler tous les jours ou est-ce qu'on s'amuse chez vous ?» Ça peut devenir une forme d'enfer. Et l'enfer, d'un clin d'œil, c'est quand les Anglais sont les cuisiniers, les Suisses sont les amants, les Allemands font la police, les Français travaillent et le tout est organisé par les Italiens. Je vous remercie infiniment. Merci. Et j'ai tenu le timing. Merci Philippe. Merci beaucoup.